Un embargo massif, personne ne s'y attendait à vrai dire. L'Europe passe-t-elle à la vitesse supérieure? Il semblerait que oui, les 27 ont décidé de se passer de 90% du pétrole russe. C'est ce que réclame depuis des semaines Guy Verhofstadt. Bonsoir Guy Verhofstadt, merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Bonsoir. Vous êtes député européen dans le groupe Renaissance, le groupe politique du président français Emmanuel Macron. Vous avez été Premier ministre de la Belgique. Avec nous également Marc Toiti, bonsoir. Vous êtes économiste, président du cabinet ACD et notre éditorialiste sur ce plateau, Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Guy Verhofstadt, un accord sur un embargo sur le pétrole russe. Vous dites bravo ou est-ce qu'il y a un goût de trop peu à vos yeux? Selon moi, ça a duré beaucoup trop longtemps. Les Américains ont pris une décision d'embargo sur le pétrole russe déjà le 8 mars et nous avons eu besoin de presque 3 mois de plus. En plus de ça, ça va durer encore 6 mois pour l'exécuter, pour l'implémenter. Et donc, moi, j'ai des doutes sur l'efficacité puisqu'on donne en fait 6 mois à Poutine de changer de stratégie, de trouver d'autres clients, de trouver d'autres pays qui vont acheter son pétrole. Et en plus de ça, il y a encore des exceptions puisque l'Hongrie ne doit pas appliquer cet embargo. Donc, pour moi, c'est trop faible et trop tard. Il fallait faire cette mesure il y a 3 mois. Et alors, ça aurait eu un effet. Maintenant, j'ai des doutes. Vous avez des doutes, on va revenir vers vous, Guy Verhofstadt. Marc Toiti, je me tourne vers vous. L'objectif annoncé, d'ailleurs, Guy Verhofstadt vient de l'esquisser, l'objectif des sanctions, en principe, c'est de tarir le financement de la guerre menée par Moscou en Ukraine. Mais est-ce que les sanctions sont vraiment efficaces contre la Russie depuis qu'elles sont adoptées il y a un peu plus de 3 mois ? J'ai envie de dire malheureusement non. C'est-à-dire que globalement, on le sait qu'encore aujourd'hui, il y a à peu près 800 millions d'euros chaque jour qui va vers la Russie pour payer. Alors il y a évidemment le pétrole, mais surtout le gaz. C'est vrai que 60% du gaz allemand, par exemple, provient de Russie. Et donc, évidemment, ces sanctions n'ont pas beaucoup d'efficacité. Alors, au début, il y avait bien entendu un mouvement de panique, entre guillemets, et très vite, la Russie s'est réorganisée. On parle également du système SWIFT, vous savez, d'accès des banques russes à ce système pour garantir effectivement les virements. Finalement, on a contourné tout ça. La banque de Gazprom n'a pas été concernée. Et puis maintenant, on voit qu'effectivement, on l'a évoqué à l'instant, la Russie se tourne vers d'autres types de marchés, entre guillemets. Par exemple, l'Inde, bien sûr la Chine. Donc c'est ce qui fait que malheureusement, les chiffres le disent, encore une fois, c'est pas de la polémique, c'est de la réalité. Au premier trimestre 2022, la Russie a généré un excédent commercial de 58 milliards de dollars. Donc juste sur un trimestre, c'est 2,5 fois plus qu'un an plus tôt. Alors donc, on va je voir. pense qu'aujourd'hui, tout le problème est là. C'est qu'on a malheureusement, entre guillemets, financé en partie cette guerre. Alors, des sanctions donc qui ont du mal à faire leur effet. Guy Verhofstadt, je reviens vers vous à Bruxelles. Vous avez évoqué ce délai de 6 mois, c'est pas avant la fin de l'année, on sent votre déception. Et il y a ce cas aussi de la Hongrie, de Viktor Orban, il fallait lui faire une concession. C'est le vilain canard en Europe, tout est de sa faute ? Non, c'est la conséquence de la règle de l'unanimité qui est encore d'application dans le Conseil européen et dans l'Union européenne. C'est impossible, n'est-ce pas, de gérer une situation géopolitique aussi dramatique si tous les 27 États membres doivent donner leur accord. Et donc, pour moi, ce qui s'est passé les 2 derniers mois, et l'impossibilité de décider très vite sur un embargo ou sur un embargo sur le gaz ou de faire une liste beaucoup plus longue de sanctions individuelles, ma leçon est très simple et la conclusion est très simple. Il faut en finir le plus vite possible. Oui, mais en attendant d'en finir avec la règle de l'unanimité, pardonnez-moi de vous couper Guy Verhofstadt, en attendant de finir avec cette fameuse règle que vous citez, que faire? Quelle est la bonne solution pour l'Europe selon vous? Pour moi, il y a 2 choses qu'il faut faire. Tout d'abord, ce qui a été aussi dit il y a quelques moments, il faut s'attaquer au gaz. Parce que là, le gaz qui vient en Europe, c'est ça quand même le produit le plus important pour les revenus de la Russie. Et là, c'est beaucoup plus difficile pour Poutine de trouver d'autres pays pour prendre cette gaz. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est s'attaquer à la colonne vertébrale
du régime de Poutine. Ce n'est pas 800 oligarques ou hommes politiques. Il faut attaquer au moins 6000 Russes. Et c'est la fondation de Navalny, Alexei Navalny, qui a fait la liste de tous ceux qui doivent être sanctionnés pour justement faire une différence sur le terrain. Si on ne fait pas ça, je pense que la guerre va continuer à durer. On finance cette guerre et on ne s'attaque pas à la colonne vertébrale du régime autoritaire. Mais pourquoi, à votre avis, l'Europe? Parce que politiquement, on imagine qu'il n'y a pas de différence entre vous, par exemple, et les gouvernements belges, français, voire d'autres de l'Union européenne. Pourquoi, à votre avis? Pour laisser une porte de sortie aux négociations, parce qu'il faudra bien finir par sortir de cette guerre meurtrière? Non, je pense que le vrai problème, c'est ce que j'ai dit, c'est la gouvernance de l'Union européenne, qui est encore une fois basée sur la règle de l'unanimité. Mais ça, c'est valable sur tous les sujets, Guy Verhofstadt, dans ces cas-là. Ça prend beaucoup de temps. Mais écoute, c'est le cas dans tous les sujets. Pourquoi il y a eu une crise migratoire? Parce qu'on n'avait pas de position unanime. Pourquoi ça a duré si longtemps pour réagir vraiment à la crise financière? Parce qu'il fallait l'unanimité dans le Conseil. Je vous dis très clairement, si on continue avec cette forme institutionnelle d'unanimité comme base de décision dans l'Union européenne, l'Union européenne elle-même est en danger. Oui. Alors avant de vous entendre, Slimane, pour voir s'il y a déjà eu des cas dans l'histoire où un régime a plié face à des sanctions, Marc Toiti, peut-être assez court, hein. Qu'est-ce qui pourrait faire plier sur vous qui êtes économiste, Vladimir Poutine, on vient d'entendre Guy Verhofstadt notamment sur ses propositions, qu'est-ce qui peut faire pencher la balance et mettre à mal la Russie financièrement? Je ne veux pas casser l'ambiance, mais je pense que pas grand-chose. Je pense que Poutine avait bien anticipé effectivement ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. On l'a sous-estimé. On a, si vous voulez, sous-estimé, je pense, l'effet des sanctions et surestimé notre résistance. Aujourd'hui, ceux qui malheureusement souffrent le plus, évidemment, en dehors des drames humains en Ukraine, ceux qui souffrent le plus d'un point de vue économique, eh bien, on a eu les chiffres ce matin de l'inflation en France ou dans la zone euro, c'est essentiellement nous, même si l'inflation n'est pas évidemment dû uniquement à ce qui se passe en Ukraine. Tout le problème, c'est qu'on s'est mis nous-mêmes dans ce piège. Pourquoi, effectivement, aujourd'hui, 60% du gaz allemand provient de Russie? Ce n'est pas la Russie qui a imposé ça, c'est l'Allemagne qui a décidé ça. Encore nous, en France, on a la chance, entre guillemets, d'avoir le nucléaire, mais ce qui veut dire qu'on s'est nous-mêmes rendus extrêmement dépendants des matières premières russes, et donc maintenant, c'est extrêmement compliqué de faire plier la Russie. Et d'ailleurs, la Russie a ce que j'appelle des airbags, c'est-à-dire qu'on l'oublie souvent, la dette publique russe, ce n'est que 18% de leur PIB. Alors que nous, en France, comme vous le savez, on est bientôt à 120% de notre PIB. Il y a effectivement des réserves de change qu'on peut utiliser. Donc attention, la Russie, malheureusement pour nous et heureusement pour eux, ils ont de quoi effectivement résister aux sanctions. Alors Guy Verhofstadt, vous voyez qu'elle a bon dos visiblement, si on en croit Marc Toiti, la règle de l'unanimité. C'est plutôt la dépendance qui a été tissée au fil des années envers la Russie qui aujourd'hui met à mal l'Union européenne. C'est une autre... Tout à fait d'accord, c'est une autre. En 2006, je dois vous le dire, j'étais encore Premier ministre, on a décidé à Hampton Court, c'était le dernier sommet de Tony Blair en Grande-Bretagne, on va créer une union énergétique en Europe. Et puis après, on n'a plus rien fait. On est devenu plus dépendant du gaz russe après qu'on a créé l'union énergétique. Pourquoi? Parce qu'une vraie union énergétique, c'est complètement différent de ce qui existe en Europe. Ça veut dire qu'on va faire un achat commun de l'énergie. Ça veut dire qu'on va créer des réseaux communs d'énergie. Ça veut dire qu'on va créer des centres de stockage au niveau européen. Tout ça n'existe pas. Et c'est pour ça que les Allemands ne peuvent pas en fait prendre une décision pour se débarrasser du gaz russe parce qu'il n'y a pas d'approche européenne. S'il y aurait une approche européenne, on pourrait résoudre le problème allemand et on pourrait directement, dès le début de la guerre, arrêter en fait l'importation du gaz russe et en fait arrêter le financement de la machine de guerre de Poutine. Alors restez avec nous Guy Verhofstadt, j'aurai une dernière question pour vous sur le plan politique, faudra-t-il continuer à discuter avec Vladimir Poutine comme le fait Emmanuel Macron? Slimane, donc est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire un cas où un régime sanctionné a fini par plier, par rompre? Jusqu'ici, pas vraiment. Écoutez, les premières sanctions ont été édictées en 1950 et depuis, il y en a eu 1100 sanctions imposées à des individus, à des entreprises
ou à des États. 35% de ces sanctions ont été imposées par les États-Unis seuls. L'ONU et l'Union européenne ont commencé vraiment à entrer dans le système des sanctions qu'à partir de 1990. Eh bien, sur ces 1100 sanctions, seul un petit tiers a réussi, et c'est celui qui concerne des individus ou des entreprises. Mais les embargos ou des sanctions imposées à des États comme l'Iran, le Venezuela, la Corée du Nord, l'Irak, aujourd'hui la Russie, ou Cuba, ont obtenu même le résultat inverse. C'est-à-dire que le but de la sanction au début, c'est quoi? C'est de susciter une crise économique qui va créer une révolte populaire et un soulèvement contre le régime sur place. Or, ce qui se produit, c'est que la souffrance que subit la population et pas le régime en place et sa nomenclatura qui, eux, continuent de vivre royalement. Eh bien, ces populations se soudent autour du régime et on obtient un résultat inverse. Dans le cas de la Russie, c'est encore pire parce que c'est la première fois qu'on impose des sanctions, non pas à un petit État de troisième catégorie, mais à une puissance nucléaire qui joue un rôle géopolitique et qui est pratiquement autosuffisante presque sur tout. Et on sait enfin, ce ne sont plus des sanctions parce que la sanction suppose la conditionnalité, qu'on peut la lever quand l'État se ravise ou revient à de meilleurs sentiments. Là, nous sommes en train de faire un embargo et un blocus contre la Russie, ce qui va la pousser, comme on le disait tout à l'heure, de chercher des alliances, non seulement pour surmonter l'embargo, mais pour créer un système international alternatif. Alors, on est pris par le temps. Merci Slimane pour cet éditorial. Guy Verhofstadt, désolé, il nous reste vraiment quelques 40 petites secondes. Emmanuel Macron dit ce soir, en tout cas, il propose à Vladimir Poutine de passer par une résolution de l'ONU pour une levée du blocus d'Odessa. Est-ce qu'il faut continuer à parler avec le président russe, oui ou non? Je pense que d'abord, la différence sera faite sur le champ de bataille, malheureusement. Et ce qui est le plus important, à côté des sanctions individuelles, qui n'ont pas assez de sanctions individuelles contre des Russes qui jouent un rôle important dans le régime de Poutine, c'est donner les armes aux Ukrainiens. Pourquoi? Parce que eux, ils défendent les intérêts et les valeurs européennes pour le moment. Et donc, on a l'obligation morale de les aider, surtout avec des armes, parce que c'est là que ça va faire la différence. Merci, monsieur le député Guy Verhofstadt. Merci, Marc Toiti, pour votre éclairage. Et merci, Slimane, également, de nous avoir permis d'y voir plus clair dans ce dossier. Donc, cette guerre qui a débuté il y a 97 jours.